Allô? Oui, comment allez-vous? Oui, bonsoir, mon frère. Oui, c'est un énorme plaisir pour nous de vous Euh, recevoir. Oui, 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 vraiment, merci beaucoup. je vous en prie. C'est Cher Malcolm depuis la Côte d'Ivoire. Je suis sénégalais. Oui, oui, Bon, c'est un ami malien même qui m'avait parlé de votre page oui, oui. et il vous apprécie beaucoup. Merci Il dit beaucoup. que vraiment, vous êtes véridique et puis il y a des débats très intéressants qui se passent sur votre page. Mhm, Donc, il ne cesse d'apprécier en il a il vous donne des choses avec précision, avec des sources aussi, quoi. mhm, mhm, Donc, ce qui a fait que j'ai lancé la recherche en même temps sur le direct. J'ai mhm, fait aussi quelques intervenants. mhm, Et quelque part, je vois aussi, il y a des gens qui parlent un peu, pour ne pas dire il y a du fanatisme, mais je vais dire qu'ils sont un peu passionnés aussi, quoi. mhm, J'ai mhm, entendu, mhm, lorsqu'on dit, par exemple, que des étrangers dans tel pays, si ces gens-là, si on entend que non, il y a des ressortissants ivoiriens qu'on a fait du mal là-bas, à Niféna, ou que l'on a fait du mal, bon, il faut faire la réciproque avec ceux qui sont ici. mhm, Là, je ne suis pas d'accord. mhm, 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 Donc, là, ce sont des choses qui sont personnelles, quoi. Si ces gens-là l'ont fait dans leur pays là-bas, il ne faut pas les juger comme ça par rapport à ceux qui sont ici, quoi. mhm, Il y a une manière de traiter les choses par cette manière. Donc voilà, par exemple, je vous dis que voilà un frère malien qui vous apprécie. Donc vous voyez, il n'est pas de même cas que ces autres frères maliens qui sont en train de dire de mauvaises choses sur la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Là, c'est sur ce point. mhm, Euh, bon, j'aimerais intervenir d'abord euh, sur le cas, sur le cas de cette maladie des couchistes mhm, qui utilisent aujourd'hui le panafricanisme pour juste camoufler leurs intérêts personnels, quoi. mhm, D'abord, on nous envoie des idéologies où qu'ils prétendent que c'est du panafricanisme, or à fond, ce n'est pas du panafricanisme, ça n'a rien à voir avec du panafricanisme, c'est juste des gens qui cherchent à changer de tutelle, quoi. mhm, C'est-à-dire, on était avec la France, bon, il faut changer de tutelle pour devenir des pro-russes. Bon, ça ne veut pas dire qu'être panafricaniste. De là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire quoi? Comme le frère l'a dit, un moment, je l'ai entendu parler, lorsqu'ils sont là à enseigner la langue française et qu'ils parlent en français, bon, ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Je le soutiens sur ce point aussi. Et qu'ils ont beaucoup parlé sur l'alerte sécuritaire concernant ces pays tels que le Mali et le Burkina surtout, aussi avec le Niger. Mais j'aimerais savoir vous dire que à travers ces trois pays, je mets la Guinée à part, ça c'est dans une autre zone, mais ces trois pays ont quelque chose en commun et qui risque d'aller jusqu'à avoir des conséquences sur nos pays tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et que ce problème, c'est quoi? Euh, je vais un peu faire un retour en arrière quoi, pour que les gens comprennent de quoi je veux parler au juste. En fait, le nord Mali a compté un peu en haut du centre du Mali, aller à l'extrême nord. Il y a cette portion qu'on appelle l'Azawad. Et que il y a des peuples qui habitent là-bas, mais c'est, ce sont les Touaregs, je dirais, qui sont plus majoritaires même parmi ces peuples qui habitent dans cette contrée. Et que cette portion aujourd'hui
quand on parle de l'Azawad, qui est occupée aujourd'hui par beaucoup de groupes armés, cette portion, elle compte à 65 à 70% du territoire malien. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que l'État malien, l'État malien ne contrôle que 40% du pays. Tout le reste là, ça est dans les différents groupes. Et que cela, ils réclamaient quoi, de l'indépendance. C'est quelque chose qu'ils ont réclamé depuis les années 1958. C'est-à-dire bien avant l'indépendance. Ils ont insisté à ce qu'on ne les mêle pas avec les Maliens. Mais étant donné qu'ils étaient minoritaires, bon, la France les a négligés sur ce point-là. Les a négligés et la manière dont ils ont fait le découpage, et on les a mis du côté du Mali, cette portion-là. Et qu'à partir des années 1963, avec Modibo Keïta, ces gens-là ont pris des armes pour faire la rébellion. Et que jusqu'à les années 68, il y a Moussa Traoré aussi qui est venu vraiment les combattre. Jusqu'à ces gens-là, ils se sont dispersés. Il y a eu une partie qui est allée jusqu'en Algérie, une partie aussi qui est allée jusqu'en Libye. Pour vous dire que les Touaregs sont un peuple qui existe dans 5 pays. Il y a le Burkina, il y a le Tchad, le Burkina, il y a le Mali, et le Niger, et l'Algérie, et puis la Libye. Et lorsque ces gens-là, une partie était en Libye, ils ont eu la paix à côté du grand Kadhafi. Et qu'arrivé à un certain moment, Kadhafi lui-même les a recrutés comme une milice. Ils étaient là comme une milice. Et que ces gens-là, après la mort de Kadhafi, ils se sont repliés pour aller revendiquer leur ancienne revendication qu'ils faisaient depuis longtemps. Puisqu'ils ont des armes, ils se sont repliés maintenant pour revenir à l'ancienne Azawad. Mais il se trouve que aussi, parmi ces combattants qui réclamaient l'indépendance, il se trouve que lorsqu'ils sont allés d'autres sont en plus radicalisés, sont rentrés dans l'idéologie de l'islamisme. Est-ce que vous comprenez? Très bien, vous sont allés adhérer l'islamisme, une idéologie. Je ne parle pas de l'islam, mais je parle de l'idéologie islamisme. C'est-à-dire ce qui se revendique de l'islam, mais le salafisme, c'est des choses, des actes. Ouais, le salafisme, ils sont revenus maintenant sous forme de 2 branches. Il y avait toujours ceux qui étaient là, les Touaregs de souche qui réclamaient l'indépendance, et qu'il y a eu d'autres qui sont revenus les rejoindre puisqu'ils ont des armes, et qu'il y a eu une autre branche de Touaregs qui est revenue avec des armes et ils revendiquent l'islamisme. Tel que les chefs terroristes qu'on appelle Iyad Agali. Lui, il est chef terroriste, mais pourtant, en 1990, 11, 12, il a combattu pour l'indépendance de l'Azawad. Vous voyez, arrivé à un certain moment, il a cessé. Bon, il est devenu un médiateur lorsqu'on prend en otage des Occidentaux. C'est lui qui l'a libéré. Bon, il est allé en Libye. Arrivé à un certain moment, il est revenu maintenant avec l'idéologie salafisme. Donc, ceux-là sont venus. Ils sont revenus au moment de Amadou Toumani Touré, depuis 2011 à la chute de Mohamed Kadhafi, jusqu'en 2012, où a été le coup d'État contre ATT, qui est Amadou Toumani Touré, et qui a fait ce coup d'État. C'est quelqu'un qui était au front même contre ces terroristes-là et contre ces indépendantistes, qui est Amadou Aya Sanogo. Celui-là est allé faire
retourné contre son président, il a fui le front pour aller faire le coup d'État. Voilà comment les terroristes, eux aussi, ils ont gagné du terrain. Ils sont sortis de Kidal maintenant, aller gagner du terrain jusqu'à allant vers le centre. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi sur cet aspect. Qu'est-ce que je vais signaler par là? Remarquez que ce sont ces putschistes eux-mêmes qui donnent faveur à ces terroristes-là. Car s'ils n'avaient pas fait le coup d'État à Amadou Toumani, ces gens-là n'allaient pas gagner du terrain. Malgré qu'ils étaient sur le terrain, mais ça a favorisé et ils ont profité de cette crise de l'armée malienne avec son régime, donc ils ont gagné du terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait un grand prêcheur qui était là-bas, connu, qui s'appelait Amadou Koufa, mais Koufa, c'est pour vous dire que c'est un village. Le Koufa, là, c'est un village. Il s'appelle Amadou Diallo, en fait. C'est un peu. Comprenez ça? C'est un peu. Koufa, c'est un village. Donc, c'était un grand prêcheur. Et lorsque ces gens-là sont arrivés, lui aussi, il a adhéré à l'idéologie salafisme. Donc, il est devenu comme un lieutenant de Iyad al-Alali. Et que Amadou Koufa, lui aussi, il a prospéré vers le centre. Donc, il a créé un blocage au centre Atlantique Massina, ou bien qu'on appelle aujourd'hui la région. Donc, les Touaregs, ils sont vers le nord, ils ont occupé tout le nord, l'autre a occupé le centre. Et que c'est ce centre-là, comprenez bien que c'est ce centre-là qui est allé aussi verser aussi d'autres terroristes au Burkina. C'est de là que les terroristes qui se trouvent au Burkina, et ils proviennent de ce centre par son disciple qu'on appelle Ibrahim Malam Diko. Malam Ibrahim Diko, c'est celui-là qui est le disciple d'Amadou Koufa, qui est aussi un peu, qui est allé maintenant lui aussi s'attaquer au Burkina. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Voilà le terrorisme qui se passe, et c'est plus connu avec deux groupes ethniques. Il y a les Touaregs et il y a les qui sont des Peuls. Mais il se trouve que aussi, regardez la situation avec le Niger. Le Niger, sachez que Bazoum, que vous voyez là, Bazoum, il y a un problème aussi qui est à Bazoum, qui est quoi? Le fait qu'il soit Touareg aussi. Car Bazoum, lui aussi, il arrivait à maîtriser ces gens-là, car il était un négociateur, il était le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères du Niger aux années 91-90. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup joué dans la médiation pour stabiliser les choses, quoi. Donc ces gens-là, ils ont eu à faire avec le coup d'État contre ATT. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le cas du Burkina. Lorsqu'il y a eu, si vous avez bien remarqué, lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Blaise, c'est juste après le coup d'État que le terrorisme aussi a commencé au Burkina. Vous remarquez ça? Très bien, oui, oui. Voilà, donc c'est pour vous dire que ces terroristes-là, et toujours, à chaque fois, ils profitent de cette situation. À chaque fois qu'il y a une crise entre l'armée et le régime en place, et ils gagnent du terrain. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné du terrain. Et ça, si vous avez bien remarqué aussi au Niger, juste après le coup d'État, il y a eu attentat là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, oui. Donc, on avait quoi? Avec tout ça, en 2015, il y a eu des accords entre ces mouvements qu'on appelle les indépendantistes. Il y avait beaucoup de groupes. Tous ces gens-là ont formé ce qu'on appelle le CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est ceux-là, considérés comme des rebelles indépendantistes, ont signé des accords avec le gouvernement malien en 2015. Les accords d'Alger. Et les accords d'Alger, puisque ces gens-là, ils réclamaient l'indépendance de l'Azawad, maintenant les accords ont prévu quoi?
n'ont cessé de parler de l'indépendance d'Azawad. Le mot Azawad, là même, on ne peut plus entendre ça, mais ça sera sous forme d'une autonomie. Vous allez avoir un gouverneur, vous allez avoir un budget, mais avant tout ça, ils devaient créer quoi? Les infrastructures. Car ces gens-là, ils sont frustrés, ils se disent qu'il n'y a rien qui a été développé chez eux. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'eau, etc., etc. Ils ont revendiqué beaucoup de choses. Donc l'État avait accepté de mettre toutes ces choses-là en place et ces gens-là ne devaient plus réclamer l'indépendance. Donc, il devait y avoir un DDR après, c'est-à-dire les rebelles de Touareg, là, les rebelles qui réclamaient l'indépendance de l'Azawad. Il devait y avoir un désarmement et réinsertion dans l'armée. Mais il se trouve que c'est les rebelles de la SEMA, eux aussi, et ils combattaient aussi les terroristes. Et, ouais, et aussi, ils combattaient les terroristes. Ils avaient la maîtrise en combattant ces gens-là. Maintenant, l'armée avait quoi comme ennemi les terroristes et la SEMA aussi avait quoi comme ennemi les terroristes. Mais maintenant, il se trouve qu'arrivé à un certain moment, avec tout ce qui s'est passé, l'armée malienne a demandé à trouver d'autres accords par la Russie en envoyant ce qu'on appelle Wagner. Wagner qui n'est rien d'autre, et puis qui n'est rien d'autre que le bras gauche de Poutine. C'est-à-dire Poutine a deux bras, il y a le bras droit qui est officiel, l'armée régulière, et le bras gauche qui est la milice Wagner. Qui est Wagner. Voilà, si vous avez bien remarqué, à un moment, la Russie disait qu'ils ne reconnaissent pas Wagner. Effectivement. C'est pas ce qu'ils disaient. Oui, oui. Car lorsque Wagner commet des exactions, ça ne sera pas imputé à la Russie. Or, Wagner est des prisonniers sur le terrain. Et qu'ils sont là, pourquoi? Rien que pour le pillage. Ils vont venir extraire des mines, l'or, pétrole, c'est des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est l'entreprise qui était là. Maintenant, lorsqu'on les a amenés au Mali, le Mali a jugé avec eux le prix qu'il faut les payer, mais il n'y avait pas de liquidité. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné des mines d'or. Ils ont donné quelque chose de 5 sites d'or. Donc Wagner exploité, et que lorsque l'armée malienne doit aller au front, on prend 100 soldats maliens ou bien 200, on les fait accompagner avec 3 soldats Wagner ou bien 2 soldats. C'est pourquoi lorsqu'il y avait des exactions dans certains villages, les peuples-là disaient que non, il y avait 2 ou bien 3 blancs parmi eux. Maintenant, le côté complexe aussi qui a été instrumentalisé, c'est même en Côte d'Ivoire ici, il y a toujours un problème entre éleveurs et cultivateurs, n'est-ce pas? On voit ça au nord, pays sénégalais, on voit ça, même moi je suis à Toumoudi ici, même dans la zone ici, les bergers là, on voit le problème. Oui, c'est un problème qui a toujours été là depuis les époques. Voilà, moi ici sénégalais, l'événement Sénégal-Mauritanie en 89, ça a été déclenché par un problème que les éleveurs. Et même ça va plus loin que ça, même déjà dans la Coupe du Mandé, quand vous prenez le Kouroukanfouga, il était dit que soit tu es éleveur ou bien soit tu es cultivateur, mais tu ne peux pas être quelqu'un qui laisse les animaux errants. Et donc, ils avaient trouvé qu'il fallait, tous les éleveurs pouvaient libérer leur bétail après la période des récoltes, mais pas pendant la période des récoltes. Si vous prenez aussi le problème de Fouta Diallo, voilà, donc vous pouvez continuer. Il se trouve qu'au Burkina, comme au Mali, les peuples là cohabitent avec des ethnies qui sont sédentaires. Par exemple, les Moussi, et ils sont sédentaires, c'est des cultivateurs. Ça veut dire des peuples qui restent sur place, qui ne bougent pas. Voilà, merci. Qui ne bougent pas, qui sont là, qui sont cultivateurs. Et que les Dogons aussi, quand tu vas dans la région de Mopti, il y a les Dogons qui sont là, et aussi qui sont sédentaires. Mais il se trouve que dans notre Afrique de l'Ouest ici, il y a
quelque chose que l'on trouve dans certaines ethnies qui n'existe pas. Par exemple, je peux dire, bon, chez moi, ça n'existe pas comme ça. Par exemple, tu vas chez les Sénéfaux, tu vas voir ce qu'on appelle les dozos. Il y a des groupes de chasseurs qui sont là. Dans certaines situations, ils peuvent créer des groupes d'autodéfense, n'est-ce pas? Maintenant, chez les Moussis, ça se passe comme ça. On voit les gens qui font les groupes d'autodéfense pour punir les voleurs. On voit ça très souvent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? L'école Ouego. Voilà, merci. C'est ça. Kolengo, je ne sais pas quoi là. Et puis au Mali aussi, à travers les Dogons, eux aussi, ils ont ça. Ambassago. Ambassago, merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces armées? Lorsque les armées de ces États-là, dans cette guerre contre les terroristes, ils étaient devenus faibles. Étant faibles, ils arrivaient à s'accoupler avec les groupes autodéfense pour combattre les terroristes. Mais il se trouve que les groupes autodéfense, c'est les anciens de nature, ils sont voisins avec ces peuples-là. C'est-à-dire que c'est des gens, ils avaient déjà des antécédents avec eux. Dans ce problème d'éleveurs et cultivateurs. Donc les groupes autodéfense en profitent pour dire à l'armée, bon, tel, ceux-là que tu vois ici, les gens de ces villages-là, ce sont des terroristes, quoi. Et puis, ces groupes autodéfense ont été encouragés par l'armée, qui s'en vont, vous vous rappelez bien, lorsque des villages de Peul ont été brûlés à chose. Au Mali, au Gossago, où il y avait les morts de 160 personnes. À chaque fois, ça se passait comme ça. Voilà la réalité. 158 morts. Voilà, et sur ce point-là. Maintenant, Amadou Koufa, qui était un grand prêcheur, qui a eu des gens qui l'ont adoré par conviction, qui ont adoré ses enseignements et qui sont allés prendre des armes, il se trouve que ces peuples-là, étant maintenant victimes de ce qui se passe, et ils sont, lorsqu'ils veulent aller du côté, par exemple, gouvernement, ou bien étant dans des villages peuls, il n'y a rien de structure gouvernementale, il n'y a rien, même s'ils sont blessés ou bien s'ils veulent se soigner, ils sont obligés d'aller dans des sites qui sont occupés par les Dogons, et que lorsqu'ils arrivent là-bas, les Dogons les tuent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont finalement ralliés à ces groupes de terroristes-là, de Amadou Koufa. Pas par conviction, mais pour se protéger, quoi. Voilà l'instrumentalisation, ce que ça a donné comme naissance à de nouveaux groupes aussi terroristes. Puisque l'armée, comme le frère le disait tout de suite, dont je n'étais pas d'accord, il a dit quelque chose en exemple, il dit, lorsque vous êtes un groupe et qu'un sort pour aller faire quelque chose, on doit juger tout le groupe, quoi. Voilà ce qui est arrivé et que ces peuples-là sont devenus des grandes victimes aujourd'hui dans ce problème-là. On a tué beaucoup, comme ça, des innocents, on a frappé d'autres, ils ont blessé plusieurs. Maintenant, il y avait ce qu'on appelait, la France nous avait aidé à accueillir ce qu'on appelle les G5 Sahel. Les G5 Sahel pour combattre ces gens-là. Mais il se trouve que si vous avez bien remarqué, si ces gens-là étaient vraiment sincères, ils allaient maintenir toujours les G5 Sahel pour travailler avec eux. Effectivement. Le Mali, le Burkina et le Niger. Effectivement. Car ils font partie des G5 Sahel, plus il y avait la Mauritanie, plus il y avait le Tchad. Mais si vous avez bien remarqué, il y a deux pays qui sont à côté qui n'ont pas mis dedans. Le Sénégal devait faire partie de ce groupe de G5 Sahel. Ses frontières non seulement avec le Mali, et puis malgré que la Côte d'Ivoire donne de l'électricité au Mali, mais sachez que aussi qu'il y a de l'électricité qui leur provient par le fleuve Sénégal, quoi. Par le barrage de Manantali. Voilà, donc, eux aussi devaient participer à tout ça pour pouvoir protéger ce barrage-là, car si les terroristes une fois atteints ça, ils peuvent gâter ça. Bon, étant donné que aussi
la cartographie de la manière dont ça se passe et devaient participer. L'Algérie aussi, même chose. Mais si vous avez bien remarqué, l'Algérie a été écartée, le Sénégal a été écarté. Donc, ils ont laissé la Mauritanie et puis il y avait le Tchad. Mais ces derniers temps, il y a 2 semaines, je crois, ou bien moins de 2 semaines, si vous avez bien remarqué, ils ont activé une alliance qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. AES, oui. AES, les États du Sahel. Et que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Étant donné, avant, lorsque le Mali signait ses accords avec les groupes rebelles, l'État malien était faible, l'armée malienne était faible, avec en face ces groupes rebelles. Ils étaient faibles, ils ont accepté de signer des accords, les accords d'Alger. Maintenant, lorsqu'ils ont été armés par la Russie, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont demandé d'abord à la France de sortir. Et qu'ils ont donné un ultimatum à l'ONU de quitter. C'est-à-dire leur dernier départ, ce sera le 31 décembre. En fait, si je peux vous arrêter, j'allais faire un bref résumé pour dire que tout ce que vous venez de dire là, si les gens ont bien compris, le fait qu'ils ont chassé les armées françaises là, il y a une intention derrière. C'est cette intention que vous allez évoquer. Oui, merci beaucoup. Voilà, je vais développer ça. Voilà, vous avez bien compris les choses. Voilà, justement. Vous avez bien compris. Okay. Voilà. Okay. C'est pour revenir où les frères ivoiriens étaient en train de lancer des alertes sur le secteur sécuritaire en disant que ça risque de nous envoyer de ces genre de personnes-là ici, quoi. Et que je vais en venir sur ce point-là. Ils ont créé l'État du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. Après avoir reçu des armes de la Russie, ils ont eu quelques avions quand même de guerre et ils ont demandé le départ de l'ONU qu'ils attendent le 31 décembre. 2020. Ils attendent ça le 31 décembre. 2023. Voilà, 2023. Ils doivent quitter. Et que, voilà ce que je vais alerter, il y a quelque chose, il y a un massacre qui va se passer juste après le départ des Nations Unies, car ils n'ont pas besoin de témoins. Il y aura des avions qui seront pilotés par ces mercenaires russes. Et ils auront quoi comme indice? Pour être plus précis, ça sera des Biélorusses. Pour être plus précis, ça sera des pilotes biélorusses. Oui, Biélorussie, Russie, tout ça, c'est en tout cas par rapport à nous, notre Afrique, tout ça, c'est la même sauce. Et c'est la même chose, c'est vrai. Ce n'est pas la même chose, mais c'est la même sauce. Non, c'est comme les Chinois, quand tu parles de Chang et Ching, c'est la même chose pour nous. Voilà, c'est la même sauce là. Oui. Donc, ceux-là, ils attendent le départ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les rebelles ont bien compris. En fait, ils sont, si vous avez bien remarqué, ils sont en train de faire, ils ont mis une stratégie en place. Ils ont mis une confusion. Ils ont fait ça sciemment, quoi. Ils ont dit que les rebelles et les terroristes sont les mêmes, quoi. Effectivement. C'est la même chose, quoi. Ils ont dit que les rebelles et les terroristes sont les mêmes. Maintenant, les rebelles ont bien compris ce qui se prépare. Ce qui se prépare là, ils ont bien compris ça. C'est la raison pour laquelle, si vous avez bien remarqué, tous ces temps-ci, il y a eu leurs avions qui tombent. Il y a 4 avions, il y a 4 avions qui sont tombés en 2 semaines. Il y a eu 4 avions, je crois 5 même. Je crois bien 5e avion même, il y a 5e avion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ONU a libéré, je crois, quelque chose de 5 ou bien 4 camps comme ça, et que tous ces camps-là ont été sous contrôle lorsque l'ONU venait, étaient sous contrôle des rebelles de la CEMAO. Donc, qu'est-ce que cela revendique? Ils disent que, bon, l'ONU, comme vous partez, vous devez nous remettre ces camps-là, quoi. Car l'ONU devait être là pour le maintien de la paix, pour qu'on puisse avoir certaines infrastructures, pour garantir les accords. Maintenant, ces gens-là, ils sont en train de dégager l'ONU. Maintenant, c'est pourquoi les rebelles, là, ils ont compris ça. Ils veulent reprendre eux maintenant leur camp. Maintenant, l'armée aussi veut prendre les camps
Voilà comment il y a eu conflit. Et là, il faut préciser que l'armée le fait par mauvaise foi. Parce oui, par mauvaise foi, car ils ont tout trahi. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le terrain. Et à quoi sert-il d'avoir les camps dans un terrain que tu ne maîtrises pas? Mais ils font la confusion. Et aussi, en porte-à-faux avec les accords d'Alger. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher du terrain dedans. Sinon depuis l'arrivée de Wagner, même 1 mètre, ils n'ont pas pu récupérer. Rien. Si les territoires occupés. 1 mètre même, ils n'ont pas pu récupérer. C'est-à-dire ça en remplaçant l'ONU qui sont en train de chercher à gagner des camps. Bon, tu vas aller prendre un camp même dans une zone dont tu n'as pas la maîtrise même. Là, tu vas te faire prendre un sandwich là-bas. Donc, ce qui va se passer, même si un rebelle, un terroriste fuit pour rentrer dans un village, ils vont nettoyer tout le village, quoi. Il y aura massacre. Et que c'est ce qu'ils appellent la zone des 3 frontières. Il y a des Touaregs qui sont dans la zone de ces 3 frontières, du côté du Burkina, du côté du Niger et en grande partie du côté du Mali. Il y a aussi des Peuls. Oui, il y a aussi les Peuls qui sont tous là. Bon, ces deux groupes-là, ces 2 tribus, c'est confondu, quoi. C'est la même chose, quoi. La même manière de s'habiller, ils ont un peu les mêmes coutumes, même tout. Bon, ils sont tous en général des bergers aussi, quoi. Donc, voilà, en gros, quelque chose qui se prépare et que ces temps-ci aussi, Assimi aussi, lui aussi, il a un problème, quoi. C'est-à-dire, dans l'armée, il y a des têtes qui sont là à critiquer qu'il a fait une mauvaise stratégie, quoi. Puisque la CEMA était en train de combattre les rebelles, les terroristes, et tous ils devaient combattre les terroristes. Après, maintenant, il va ouvrir front contre les rebelles, quoi. Mais puisque il allait, non seulement ils avaient un front qui est l'ennemi, qui étaient les rebelles, et puis maintenant, il allait ouvrir un autre front contre les rebelles de la CEMA. Là, ça risque de créer autre problème. Mais sachez aussi que ce sont des choses, comme eux aussi le disent, bien vrai, moi je suis d'accord avec ça. La France n'a jamais voulu que cette guerre finisse. C'est pour eux aussi, ils ont des intérêts. Mais vous, ils ont un agenda. Effectivement, vous comprenez que la présence française était justifiée par sa protection en arrière-plan. Non seulement pour empêcher les migrants de monter, mais aussi pour protéger la France même contre une attaque de la Russie. Donc la France avait tout intérêt à pouvoir être dans cette zone-là de façon indéfinie. Oui, maintenant même la Russie elle-même là, ne va jamais vouloir que cette guerre finisse aussi, pour pouvoir extraire ce qu'elle a extraire là-bas. C'est ce que les Maliens ne comprennent pas. Même Assimi Goïta là, il ne va jamais vouloir que cette guerre aussi finisse. Si vous avez bien remarqué, ils ont repoussé les élections. Ils ont donné quoi comme prétexte? Ils ont dit ils n'ont pas donné de prétexte juste. Ils ont dit que pour certaines difficultés techniques. Techniques, non? Oui. C'est concernant le logiciel, là. Le logiciel pour le programme électoral, non? Oui, parce que c'est une société française qui s'occupe des recensements. Oui. Et ils n'ont pas la logistique. Ouais, en fait, disons que comme ils l'ont dit, ils ont la clé, mais ils n'ont pas le mot de passe, quoi. C'est ça, ils n'ont pas la logistique, en fait. Voilà. Maintenant, en fait, c'était un marché de 12 milliards. Ils ont donné 7 milliards, ça reste 5 milliards. Bon, si tu n'as pas le mot de passe, donne les 5 milliards, tu vas avoir le mot de passe, n'est-ce pas? Donc, qui bloque? C'est la société française qui bloque ou bien c'est eux qui bloquent? Bon, c'est eux qui bloquent. Maintenant, ça là. Parce que s'ils donnent les 5 milliards, ça passe. Voilà. Mais c'est pour. Ils sont en train de mettre la population dans quel discours? C'est affaire de la France, quoi. C'est la France qui ne veut pas. C'est ça, non? Mais est-ce que même s'ils avaient là, vous éclairez, est-ce qu'il pourra faire les élections avec la question de l'insécurité? Non, tant qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'élection, pour dire vrai. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas donné ça comme argument? Parce que les gens comprendraient que c'est leur propre faiblesse qui est mise en avant. Non.
les gens, ils savent que les gens comprennent que c'est eux-mêmes qui ont ouvert le front. C'est eux-mêmes qui ont trahi les accords. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont fait exprès d'ouvrir ce front-là. Ils ont fait exprès d'ouvrir ce front. Vous savez pourquoi? La SEMA était prête à organiser même élection pour instaurer son gouverneur. La SEMA avait dit que non, ce n'est pas à l'État malien de venir les donner un gouverneur. Et ils ont dit que non, c'est à eux d'organiser élection. Chez eux, ils vont élire leur gouverneur. Enfin, ils seront comme autonomes, quoi. C'est une autonomie, quoi. Donc, il y avait possibilité d'organiser une élection. Si on peut organiser une élection pour faire élire un gouverneur, c'est qu'on peut faire élection présidentielle là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, on ouvre le front contre ces gens-là qui avaient cette sécurité. Maintenant, pour créer... Là, même s'il y a le logiciel, là, on ne peut pas faire élection encore. Vous voyez? C'est parallèle, c'est la même chose que celui du Burkina est en train de faire. Il ne va pas vouloir faire élection car ces jeux vidéo dont ils sont en train de nous montrer en disant qu'il y a des attaques vecteurs drones par-ci par-là, ce n'est que jeux vidéo. La Côte d'Ivoire a été attaquée 4 fois, une fois à Grand Bassam, 3 fois à Kafoulou, mais l'armée s'est affronté avec ces gens-là et puis ils ont repoussé. Vous pensez pourquoi les terroristes là, s'ils sont rentrés seulement au Burkina et que ce sont ces peuples-là seulement qui sont là-bas au Burkina en train de faire ça, mais pourquoi malgré qu'ils ont des armes qu'ils nous montrent matin, midi, soir, pourquoi ils ne pilonnent pas comme il le faut pour chasser l'ennemi et puis ils se retournent au Mali? En fait, quelque part là, c'est fait exprès, quoi. Effectivement. C'est eux-mêmes qui ne veulent pas que ça finisse. De là, vous savez qu'il y a 72 heures, il y a 72 heures, capitaine Ibrahim Traoré, il a fait changer son chef de direction de renseignement. Il a même changé aussi sa garde aussi, rapproché aussi. Oui, et où il est là, il n'a pas des informations exactes, raison pour laquelle il ne sait pas qu'est-ce qui se prépare. Il est caché à Bobo. Ils ont fait exprès. Il est caché à Bobo depuis hier soir. Oui, le cinéma qu'ils ont fait là, ils ont fait exprès de faire sortir les jeunes là. Effectivement. Car ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe en réalité, quoi. Maintenant, voici aussi le général Tchani qu'on dit que lui aussi il fuit. Il a peur du général Mouti. Il ne dort plus chez lui à la maison. Le numéro 2. Non, il ne dort plus là-bas. Parce que le général Tchani, lui, il n'est que chef de garde républicain. Or que le général Modi, c'est un ancien chef d'état-major. C'est lui le vrai général des armées. Donc, voilà un peu la situation qui se passe. Or, vous avez aussi, j'allais commenter juste sur le cas du putschiste de la Guinée. Doumbouya. Vous avez bien vu ces contradictions et ces incohérences, non? Hein? Très bien, oui. Comment toi tu viens, tu me fais comprendre que non, que les institutions ont été manipulées. Les institutions ont été manipulées. Toi, maintenant, tu es venu, toi et ton groupe, vous avez pris vos responsabilités pour venir rétablir les institutions, c'est-à-dire la démocratie. Tu finis de dire ça. Tu reviens encore, tu nous dis que la démocratie que l'Occident nous a imposée ne marche pas avec nos réalités et nos coutumes. Vous voyez comment c'est incohérent? C'est l'incohérence la plus absolue. Toi, tu justifies que non, toi, tu es venu, tu viens, tu te fais blanc. Tu justifies que non, que toi, tu es venu pour rétablir la démocratie. Et puis maintenant, tu vas au cours de ton discours, tu nous dis que non, la démocratie que vous nous imposez là, vraiment, elle est bien en Occident.
Mais chez nous, là, ça ne marche pas, quoi. Ça dit, on souffre de ça, quoi. Et il ne fait même pas de propositions concrètes en plus. Mais il ne peut pas faire de propositions concrètes, car, d'abord, là, tu ne peux pas venir juger, c'est un peu comme la religion. Tu ne peux pas venir juger le christianisme, elle n'est pas bonne, ou bien tu ne peux pas venir juger l'islam, elle n'est pas bonne. Et puis, tu viens, or que tu ne respectes pas les principes qu'on t'a établis, quoi. C'est toi-même qui violes. Si vous et leurs chefs d'État ont violé les constitutions, ont fait n'importe quoi, par exemple, tu n'as pas respecté les principes de la démocratie. Si tu es rentré dans une crise, c'est toi-même qui es responsable. Pas nous dire que c'est la démocratie qui n'est pas bonne. Effectivement. Ou bien, si on t'a acheté une voiture neuve et que toi tu ne sais pas conduire, ou bien tu n'as pas respecté le code de la route, tu es allé faire accident. C'est la voiture qui n'est pas bonne, ou bien c'est toi le chauffeur qui n'a pas bien respecté les choses? La faute c'est au chauffeur et non au véhicule. Ah. Donc, qu'est-ce que moi j'ai bien noté dans son discours à l'ONU? J'ai remarqué bien. Je crois bien qu'on lui a rédigé un discours qu'il ne comprend même pas même. Lui, il n'a été qu'une carte mémoire seulement il est venu réciter, on a joué la carte et puis on lui a dit d'écouter là. De un, d'abord, il justifie. Il dit, les putsch qu'on voit ces dernières années en Afrique, c'est dû au fait que les gens tripatouillent les constitutions. Le coup d'État contre IBK, là, est-ce qu'il y a eu manipulation de constitution? Non. Non? Hein? Non. Roch Christian Taboré, c'est manipulation de constitution? Non. Bazoum, qui a fait 2 ans là, il a manipulé quelle constitution? Il n'en a pas manipulé. C'est faux, ça ne tient pas. Et Alpha Condé aussi n'a pas manipulé la constitution. Bon, je crois qu'Alpha, lui, il a manipulé. Il a manipulé à quelques mois des élections. C'est à moins de 6 mois. Oh, ok. Voilà, c'est à moins de 6 mois. Okay. C'est-à-dire, il a fait ça, je crois, à 4 mois ou bien à 2 mois des élections. C'est ce qui a été dans ce que chose n'accepte pas. L'Union africaine n'accepte pas. Quoi. Oui, ok. C'est interdit là-bas. Lui, c'est à 2 mois, je crois bien, des élections. Donc, lui, il devait seulement justifier pour lui, mais il est venu justifier les coups d'État des autres. Et puis, il y a incohérence, car lui et les autres, là, ils ne s'entendent pas très bien. Quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, on a toute l'impression que lui, il veut faire cavalier seul, mais là, je comprends. Ça, c'est dû à la nature caractéristique de l'homme guinéen, qui est toujours manipulateur, en fait. Voilà, vous savez que le Mali, lorsque la CEDEAO avait mis embargo sur le Mali, c'est lui, Doumbouya, qui avait ouvert toujours, car ils avaient le droit toujours depuis longtemps au port de la Guinée pour exporter leurs marchandises. Maintenant, un matin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais un matin, le Mali s'est levé pour interdire l'exportation du blé par la Guinée. Tapez l'information sur Google, vous allez voir. Oui. Ils ont cessé. Donc, il y a une crise. Je ne sais pas si c'est affaire de chantage pour que les gars viennent se mettre dans leur groupe. Je ne sais pas c'est quoi. Non, en fait, mais en tout cas, Doumbouya... Tout ce qui se passe dans l'illégalité finit toujours mal. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué dans le discours de Doumbouya à l'ONU? Est-ce que vous avez remarqué qu'il a parlé d'élections? Il n'a pas parlé d'élection. Il n'a pas parlé d'élection. Bon, moi, lorsque j'ai écouté la première fois en direct son discours, on a fini, il y a un ami guinéen qui m'a demandé est-ce que tu as bien regardé Doumbouya s'est bien défendu? Je lui ai dit oui, il s'est défendu, mais j'ai vu un Paul Kagame. Vous savez pourquoi il dit Paul Kagame? Car tu ne peux pas venir dire tu juges encore la démocratie, tu apportes un jugement négatif à la démocratie, or que tu avais utilisé pour te justifier, tu apportes un jugement négatif, c'est que toi tu n'es pas prêt à aller aux élections.
pour faire des élections, organiser des élections. Comme tous les autres putschistes d'ailleurs. Mais lorsque tu dis que non, la démocratie que vous nous imposez là, ça ne marche pas chez nous. Où est l'organisation des élections dans ça? Hein? En tout cas, on ne voit pas le bout du tunnel. Ah, il n'y a pas d'élection. Il n'y a même pas d'élection quelque part. Et puis maintenant, il finit par quoi? En nous donnant un discours populiste aussi, quoi. Moi, je ne suis quoi, je ne suis que pro-africain, je ne suis pas ni russe, ni anti-russe, ni français, je suis là que un pro-Afrique. Je suis que pro-Afrique. C'est-à-dire là, c'est pour embobiner les gens encore avec le même discours. Comme l'avait fait aussi le même Ibrahim Traoré. Est-ce que vous savez, éclairé, est-ce que vous savez que Ibrahim Traoré a demandé à ce que Poutine l'aide à avoir une centrale nucléaire au Burkina? Oui, c'est ce que je disais. J'ai simplifié la dernière fois en disant qu'il voulait des armes. Mais les gens ont pensé que c'est l'histoire du blé qui a impressionné les gens. Sinon, oui, on le sait. On le sait. Non, moi je ne vois pas affaire d'armes seulement. Il n'a fait qu'exposer son ignorance là-bas. Vous savez pourquoi? On n'a pas la technicité pour maintenir une centrale nucléaire. Oui. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, ce qui le préoccupe beaucoup, ils ont un besoin en électricité. Et du fait que le Burkina a besoin d'une centrale nucléaire. Et il dit plus loin que vu de son pays, le Burkina a un point stratégique dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Et si un privé russe pouvait s'implanter, pourra vendre, et qu'il y a un déficit d'électricité dans la sous-région, si un privé russe pouvait s'y implanter, il allait vendre de l'électricité dans toute la sous-région. Vous avez compris ça? Bon, on va analyser ça. Est-ce que vous savez qu'il y a trois barrages hydroélectriques au Burkina? Bon, là, je ne connaissais pas le nombre exact. Voilà, faites des recherches dessus. Il y a 2 barrages naturels. Lorsque je dis naturel, c'est-à-dire qu'il y avait la source d'eau qui était là, quoi. Et puis il y a un barrage artificiel, c'est-à-dire qu'ils ont, avec Roch Christian Kabore qui a terminé ce travail et que ça a été inauguré en 2017, il y a Roch Christian Kabore qui a terminé ce travail. Ils ont créé un lac artificiel. Vous imaginez ce que je vous dis? Un lac artificiel. Ils ont creusé un lac qu'ils ont construit. Puis ils ont mis l'eau dedans, quoi. Donc ça veut dire quoi? Que le Burkina a un déficit d'eau. On vous écoute, oui. Le Burkina a un déficit d'eau. Et c'est ce qui fait que le Burkina importe de l'électricité du Ghana, une partie du Ghana et une partie de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont un déficit d'eau. Maintenant, comment tu peux créer une centrale nucléaire là où il n'y a pas point d'eau? Cherchez seulement quel pays qui a fait une centrale nucléaire et puis il n'y a pas source d'eau à côté. Là, tu as un problème d'eau, de l'eau. Tu n'as pas d'eau chez toi. Comment tu peux parler de centrale nucléaire? Centrale nucléaire, là, ça demande assez d'eau pour refroidir les réacteurs, car ça demande aussi assez d'eau. Ça doit évacuer de l'eau qui sera contaminée du toxique. Raison pour laquelle, chez moi au Sénégal, Abdoulaye Wade, lorsqu'il était au pouvoir, il avait voulu faire une centrale nucléaire là-bas, malgré qu'il y a l'eau, mais les gens ont refusé.
et que lorsqu'il y a eu le problème de la centrale au Japon, ce qui a fait que ça l'a découragé de plus. Mais comment tu peux aller installer une centrale nucléaire dans un pays sahélien, dans ce désert-là? Toi, tu vas aller installer une centrale nucléaire là-bas pendant que tu n'as même pas l'eau. Et que lui-même, il avait voulu insulter les Macky Sall devant Poutine là-bas. Il avait dit quoi? Qu'on a du soleil en abondance. Mais si tu as du soleil en abondance, mieux vaut créer une centrale solaire. Ou bien? Effectivement, la logique voudrait cela. Si tu as du soleil en abondance, pourquoi tu ne prends pas le soleil là pour transformer ça en électricité? Il n'a fait qu'exposer. Maintenant, toi, tu dis que tu es panafricaniste. Tu es venu pour libérer ton pays et puis l'Afrique, en commençant par la sous-région. Comment tu peux dire que non? Que si un privé russe pouvait venir s'installer, pourra vendre de l'électricité dans la sous-région. C'est incohérent avec quelqu'un qui se dit panafricaniste. Toi, tu es en train de changer de titre seulement. C'est ce que tu fuyais de la France, là. C'est ce que tu es en train de faire avec la vie. Tu demandes allez-y chercher le discours là. Vous écoutez très bien ce qu'il disait. Il a bien dit si un privé russe. Mais moi, je crois qu'il était en train de faire du chantage à la Côte d'Ivoire, quoi. Puisque la Côte d'Ivoire les vend de l'électricité. Effectivement. C'était pour effrayer la Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai entendu un frère, je crois, sur le direct qui vous a demandé si le Mali avait payé sa dette en électricité à la Côte d'Ivoire. Vous avez bien répondu, mais je lui rappelle le chiffre, c'est 80 milliards. Donc, qu'il sache qu'au moment de la négociation, ne pensez pas que le président, c'est quelqu'un qui a peur ou bien qui ne se fait pas respecter. Mais 80 milliards aussi, c'est pas petit, quoi. C'est pas petit. Voilà. Mais ils n'ont pas fini ils n'ont pas payé. C'est des factures qu'ils n'ont pas payé. Mais la Côte d'Ivoire a diminué l'électricité qu'ils donnaient, quoi. C'est à cause ça, il y a eu un peu de délestage à chaque fois. Et qui sont allés prendre même des groupes électrogènes. Ils ont amené un temps. J'allais vous arrêter. Oui. Parce qu'on a atteint les 8 heures du temps sur Facebook. J'allais couper la vidéo. Non, vous restez. J'allais d'abord couper la vidéo et puis relancer à nouveau. Bon, je crois, je vais vous demander seulement de laisser demain. Non, donnez-moi, parce que moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Donnez-moi au moins 2 minutes. Ah, d'accord. Voilà, et puis on va reprendre. D'accord. Oui. D'accord. Oui, je disais que tout ce qu'ils sont en train de manigancer, en tout cas, en gros, c'est pour vous dire que rien ne se prépare pour aller aux élections, quoi. Parmi tous ces pays pushistes-là, aucun d'entre eux n'est prêt à aller aux élections. Donc, ils sont là, juste étant une minorité qui est venue au pouvoir, rien que pour s'enrichir, à embobiner leur population dans les discours populistes. C'est un peu ça. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez parler? Vous avez dit que vous avez quelque chose à dire. Effectivement. C'était d'abord pour vous dire merci, parce que dans toute rencontre humaine, on apprend les uns des autres. Ici, par définition, la plateforme même, c'est la plateforme du combat intellectuel qui consiste à partager l'expérience intellectuelle. Et vraiment, votre première présence nous fait vraiment nous mettre de l'eau dans la bouche, parce que vous semblez maîtriser les sujets que vous évoquez, et ça nous plaît beaucoup, parce que quand nous on rencontre des gens avec qui on apprend, ça nous fait beaucoup plaisir. Et merci d'avoir été ce soir notre instituteur ou bien notre professeur. Et vous n'avez pas dérogé à la règle, parce que tu sais, depuis dans l'AOF, vous les Sénégalais, vous avez 2 chances. C'est là maintenant ce que je voulais te dire, c'est ça. Il faut dire à nos frères sénégalais en Wolof, si tu parles le Wolof, il faut leur dire qu'il y a un Ivoirien qui s'appelle Éclaireur Pro Vérité qui dit que nous, là, on respecte et on aime les Sénégalais pour 2 choses. Les Sénégalais n'ont jamais fait de coup d'État. Et les Sénégalais sont des intellectuels. Dans leur majorité, en tout cas. Et ces 2 choses... excusez-moi, sur ce point, j'aimerais éclairer quelque chose, car c'est une chose qui est de l'actualité, quoi. Vous avez vu, depuis un certain moment, on a connu une crise au Sénégal à travers
un mouvement qui est le mouvement Sonko, qui est le mouvement de Ousmane Sonko. C'est tout ça là que les gars cherchaient à faire passer au Sénégal aussi, quoi. Comme vous avez dit tout de suite, là, le Sénégal n'a jamais eu coup d'État. Vous savez, l'ennemi qui est le terroriste, il a plusieurs facettes. En fait, vu la manière dont, comment je vais appeler ça même, le tissu social de chaque pays, lui, il s'infiltre dans le pays par rapport à ça, quoi. Si on regarde très bien le Sénégal, on voit que c'est un pays qui est entouré de pays qui ont subi des coups d'État. Tu prends la Gambie, qui est à l'intérieur du Sénégal d'abord. Tu prends la Mauritanie, il y a le Mali, il y a les deux Guinées. Tout cela ont connu des coups d'État. Mais Dieu a épargné quand même le Sénégal à ces genres de choses-là. Il y a eu un président qu'on appelle Léopold Sédar Senghor, qui fut un chrétien, qui est venu diriger le Sénégal, qui est un pays à 95% de musulmans. Donc, sur le côté religieux, ça n'a pas d'impact sur la démocratie sénégalaise, quoi. Je veux dire, si tu prends, qui est aussi issu d'une ethnie minoritaire, qui est l'Estérère. Il y a aussi Abdou Diouf qui est venu, même chose, qui est ethnie sérère. Après ça, il y a eu Ablaye Wade, qui est d'une ethnie majoritaire là-bas, qui est venu aussi, on n'a pas de problème avec. Il y a aussi le cas de Macky Sall, qui est un Peul, qui fait partie d'une ethnie majoritaire, qui a dirigé aussi, on n'a pas eu ce problème. Tel que, je cite un exemple, la Guinée aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a toujours le même fléau là qui se passe là-bas. Tout ce qui se passe là-bas, en tout cas, ils se sont mis dans un système, tout sauf les Peuls, quoi. Tel que celui d'Alain Diallo, la manière dont ça se passe là-bas. Maintenant, concernant le Sénégal, le terrorisme a failli s'infiltrer dans le Sénégal par Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous suivez un peu de quoi je veux dire. Je comprends très bien. Voilà. Si vous avez bien cherché à connaître qui est Ousmane Sonko, vous allez trouver qu'au fond, il se faisait le mouride, mais au fond, il est salafiste en fait. Ça, c'est un. De deux, si vous remarquez très bien Ousmane Sonko dans ses vidéos, si vous regardez, il faisait des meetings où il portait des cagoules. Si vous avez bien remarqué, même au Sénégal, ceux qui jetaient les cocktails Molotov au Sénégal, c'est des gens qui portaient cagoule. Donc, c'est lui-même qui a préparé la jeunesse comme ça. Il les a lancé des messages, ou bien il pouvait faire un meeting, il a un lance-pierre en main en train de montrer comment ça s'utilise. Donc, tout ça, ce sont des messages. C'est un système de guérilla qu'il mettait en place en véhiculant. À plus forte raison même de ce qu'il disait, de ces mots, lorsque Ousmane Sonko parle, ce qu'il dit en Wolof là, il n'a jamais traduit ça en français, quoi. Or, le public sénégalais ne s'exprime pas en Wolof. En réalité, c'est le Wolof. Donc, ce qu'il dit là, les autres, les gens, la communauté internationale ne pouvaient pas comprendre. Donc, raison pour laquelle on a bien vu là où il a abouti. Aujourd'hui, il est incarcéré, il est en prison. Car le Sénégal aussi, les gens vont te dire que non, la justice, ils pensent que non, que la justice n'est pas indépendante. Elle est bel et bien indépendante au Sénégal. Je ne dirais pas à 100%, mais les gens, quand même, ils font des efforts dans ce pays-là. Ousmane Sonko, il est venu se montrer en tant qu'un leader qui veut accéder au pouvoir. Mais le Sénégal est un pays de démocratie.
lorsque tu veux accéder au pouvoir, il y a un appareil qui est là qu'on appelle l'appareil d'État. Dans cet appareil d'État, il y a deux ministères qui sont très puissants, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Chez le ministère de l'Intérieur, il y a ce qu'on appelle l'information et le renseignement. Le ministère de l'Intérieur, c'est quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, M. Éclaireur est en train de faire un direct. C'est vrai, non? Là, c'est l'information. Mais lorsque on te dit, non, il est dans tel immeuble, il est dans tel étage, il est habillé comme ça, il est en train de faire le direct, il a deux appareils, ainsi de suite. Ça, c'est le renseignement. Il va jusqu'à fond. Maintenant, l'affaire de Ousmane Sonko, c'était ça. C'est-à-dire, il y avait l'information et le renseignement approfondi sur la personne. C'est quelqu'un qui avait le soutien des frères musulmans, des frères musulmans d'Égypte, et puis une communauté au Qatar là-bas qui le finançait. Et que l'État avait des renseignements approfondis sur la personne. Ses téléphones ont parlé, il y a eu beaucoup de choses qui est derrière l'affaire de Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un greffier là qui était avec lui, qui a fui pour aller au Mali. Lui aussi, il est en train de lancer des messages là-bas. Il s'appelle Ngagne Demba Touré. Bon, lui, par exemple, a une fois dit au Sénégal là-bas que le fait d'installer Ousmane Sonko au pouvoir, comment je vais appeler ça même? C'est-à-dire c'est la chose la plus petite dans leur programme, quoi. Ils sont venus pour enlever les gens à adorer des humains, pour les amener à l'adoration de Dieu. Vous comprenez? C'est pas un parti politique, non? C'est un peu comme le fils. Un peu comme le fils en Algérie dans les années 90. Voilà, ils sont en train de nous dire que au Sénégal, comme le système, c'est un système d'échecs, il y a les guides. Un système maléfique. Ce sont des ce sont des adorations humaines. Donc, ils vont nous enlever dans ça pour nous emmener à la vraie adoration. Mais le fait de mettre Ousmane Sonko au pouvoir, là, ça, c'est la chose la plus petite, minime dans leur programme, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit aujourd'hui, dans ces pays-là, lorsque je cite, j'ai parlé des Touaregs, j'ai parlé des Peuls, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Concernant le Mali, Burkina, même en Côte d'Ivoire ici, lorsqu'il y a eu des attaques, ce n'est pas des Touaregs qu'on nous a cités, on nous a parlé des Peuls, n'est-ce pas? Effectivement. Si vous vous rappelez de Grand Bassam. Très bien. Je ne sais pas si vous avez bien... En fait, l'État ivoirien a été efficace sur ce point pour ne pas qu'une communauté soit visée en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes allé regarder l'attaque de Grand Bassam, il y a une fille dans l'attaque là qui était parmi les victimes. Il y a une fille dont sa fiancée a été tuée. Elle s'appelle Rabiatou Diallo. Vous vous rappelez pas de ça? Non, je ne me rappelle pas des noms. Bon, allez-y bien regarder. Il y a une fille dedans, dans l'attaque de Grand Bassam. Il y a une fille qui raconte la scène. En fait, elle dit le monsieur l'a regardé et puis a enlevé sa cagoule et puis a remis sa cagoule, quoi. Et puis il l'a pas tuée. La fille, elle est Peul. Donc, il y a eu du ciblage selon les religions. Si vous étiez musulman, vous surviviez. Et si vous étiez en hijab, vous surviviez. Non. En fait, le monsieur, le criminel le terroriste avait une cagoule. Oh, le terroriste avait une cagoule. Maintenant, ok. Le terroriste avait une cagoule. Le terroriste a tué son fiancé. C'est-à-dire, pendant qu'elle était en train de crier, avant qu'il tue l'homme, maintenant, le terroriste a soulevé comme ça sa cagoule pour lui montrer quoi. Que lui, les Peuls. Que voilà, et puis il a ramené. Je comprends. Mais voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que
le système, voilà comment ça se passe. Les gens qu'on a mis sur le plan pour être des terroristes qui sont bien identifiables dans toutes les communautés, ils ont commencé d'abord, le système a commencé par les Arabes. Ils sont identifiables partout où ils vont. Après, là, ce sont les Mours, tels que les Mauritaniens là, et les Touaregs là. Après, eux, dans notre Afrique de l'Ouest ici, c'est les peuples, ils ont pris quoi. Et puis, c'est des peuples islamisés, ça c'est un. C'est des peuples qui sont éleveurs, qui ont des problèmes avec des sédentaires depuis fort longtemps. C'est comment on appelle ça aussi, qui sont identifiables, qui sont islamisés aussi. Maintenant, au Sénégal, il se trouve que les peuples qui sont là-bas, et ils ne sont pas salafistes. Vous voyez? Et ils sont dans le système que l'islam qu'on connaît du Sénégal. Ils sont dans les confréries. Oui, le malékisme. Et voilà, ils sont dans le malékisme, ils sont dans le soufisme. Donc, et ils pratiquent, par exemple, du Sénégal au nord, et ils pratiquent la Tijania, ce qu'on appelle la Tijania. Donc, et ils ne sont pas dans le système salafiste. Et on les appelle les soufis. Or, au Burkina, les peuples voient les soufis. Les soufis. Voilà, en gros, ça c'est le mot en général, les soufis. Comment on appelle? Au Burkina, il y a les peuples là-bas, ils sont salafistes. Au Mali, il y a les peuples là-bas, ils sont salafistes. Et je ne parle pas de tous les peuples du Mali, mais lorsque vous voyez même Imam Diko, en fait, tout ça, ça fait partie de ces problèmes. C'est un salafiste, quoi. C'est un wahhabia. Donc, au Sénégal, il fallait cette ethnie pour les rendre en terroristes. Mais ça ne passe pas. Ces gens-là ne sont pas dans ça, quoi. Ça ne peut pas, ça ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend les Ousmane Sonko, qui est issu de quoi? De la Casamance. Vous avez bien entendu la rébellion en Casamance. Effectivement. Depuis 1980 jusqu'à maintenant. Oui. C'est un fils de la Casamance. Vous connaissez certainement, il y a un activiste là, Keizi Fof. Vous le connaissez, lui qui a été arrêté en France la dernière fois. Bon, je ne le connais pas personnellement. Bon, si les éditeurs nous écoutent, ils peuvent certains doivent le commenter. Mais si vous vous rappelez bien, il y a une vidéo qui a circulé où ils ont dit qu'il y a les avions de l'OTAN qui ont atterri à Dakar pour attaquer le Niger. Il y a une vidéo comme ça qui circulait, qui était devenue virale. J'ai vu l'information. C'est Keizi Fof qui a parlé de ça. C'est Keizi qu'on a arrêté la dernière fois en France le mois de mars prochain. Il sera jugé, quoi. Je crois le 11 mars là-bas. Quand il allait s'attaquer à une délégation ministérielle dans une hôtel française. Il avait appelé des jeunes pour aller attaquer un ministre. Donc, c'est cela. Ce sont des gens, ils sont nés où? Ils sont nés en Casamance aussi, les Keizi Fof là. Mais Keizi Fof aussi, il est d'origine guinéenne. Il est originaire de la Guinée. C'est un binational. C'est pour vous dire quoi? Tu peux voir par exemple un Ivoirien ici faire appel à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Sachez qu'en réalité là, il n'est même pas ivoirien. On a un cas comme ça, qu'on appelle aux États-Unis ici. Elle se fait appeler la guette, une Guinéenne. Ouais, je vois. Voilà. Je vois. J'oublie son nom, mais c'est le même profil. Ouais. Keizi Fof, dont je parle là, son vrai nom, c'est Lansana Fofana. Et l'autre s'appelle Camara, elle s'appelle Camara quelque chose. Maïmouna Camara. Voilà. Or, Lansana Fofana, si les gens, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, il y a des vidéos qui circulaient où il y avait un jeune Africain qui est dans le métro en train de tenir des discours anti-français, quoi. C'était lui. Bon, si vous passez même, il y a une de ces, il a quelque chose de 6 pages, mais une de ces pages, il a nommé ça le messager du métro. Ok. Vous voyez, regardez aussi cela, leur incohérence. Keizi Fof, il est là-bas, il tient des discours anti-français. Pourtant, il vit de RSA.
Hein? C'est l'aide de l'État, c'est de ça qu'il vit. Il n'a pas de travail, rien. Quand tu es assis en France là-bas, tu manges les poulets frais qui dans les anciens frigos là, et puis tu es là, tu te lèves le matin. Et puis c'est là, ils appelaient toujours à quoi? À brûler le Sénégal. C'est comme ça ils disent. Quand ils parlent en Wolof, ils disent Talen, Talen. Et puis ils font même souvent des films. Ils s'en ont montré les réservoirs de... Ce qui s'est passé avec cette crise sénégalaise-là, ça ne s'est pas passé comme ça en Côte d'Ivoire. En fait, la manipulation sur les réseaux sociaux. Non, mais la Côte d'Ivoire aussi, on a vu des pas mûrs hein, en 2020. Oui, on connaît très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je parle de la manipulation sur les réseaux sociaux. Quoi. Non, en fait, c'est une multinationale de la manipulation. Et quand vous, à partir de septembre, août 2020, quand vous voyez des camarades Maïmouna à chaque seconde en train de dire telle ville brûle, en train de donner de la désinformation, vous devez vous lever pour brûler. C'est pratiquement le même modèle. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Vous voyez, c'est les mêmes aussi. Il y a un autre qui est aux États-Unis là-bas qu'on appelle Ousmane Tounkara. Sékou Tounkara. Non, Ousmane. Il y a Ousmane Tounkara. Si vous avez bien remarqué, à l'arrivée de Macky Sall aux États-Unis, ils ont fait circuler une voiture où ça montrait des images. Ils ont monté dessus pour dire Macky Sall criminel par-ci par-là. C'est eux qui faisaient ce montage-là. Ils ont fait du cinéma là-bas. Donc, c'est pour vous dire, en gros, c'est quoi? Ces gens-là, ces manipulateurs-là, ils sont allés utiliser Ousmane Sonko pour venir le mettre devant en tant qu'un populiste qui est là, vient tenir des discours anti-français qui étaient dans... En réalité, les gens disaient que c'est le meilleur opposant, mais au fond, il n'est pas le meilleur opposant. Ousmane Sonko, il n'a jamais cru qu'il peut gagner des élections au Sénégal. Je vais vous expliquer aussi sur ce point. Regardez, Ousmane Sonko a participé aux élections de 2019. Il est venu en 3e position. C'est Macky Sall qui a gagné les élections. Après Macky Sall, il y a eu Idrissa Seck. Et puis, c'est lui. Lui, il a eu que 15%. Hein. Et puis, il a gagné où c'est sa région là seulement, la Casamance. Ziguinchor, là, c'est là-bas seulement il a gagné 3 départements. C'est là-bas seulement il a devancé. Tout le reste là. Raison pour laquelle, lorsque vous entendez au Sénégal qu'il y a eu des manifestations, sachez bien que vous n'entendez seulement que dans quelques banlieues de Dakar et Ziguinchor. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué ça. Or, le Sénégal, c'est 45 départements. Donc, et c'est 3 départements de chez lui avec, comptons, peut-être 6 départements à Dakar ou bien 3 départements. C'est tout. Des manifestations précaires. Donc, il n'a jamais cru qu'il pouvait gagner des élections. Le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des problèmes avec une fille où tu partais te faire masser. La fille t'a accusé. Réponds à la justice. À quoi? Macky Sall a quoi avoir ça, avec ça? Tu réponds à la justice. Tu as accusé d'autres ministres d'avoir détourné de l'argent. Tu as dit que tu détiens des preuves. On t'a amené à la justice, tu dis que tu n'as pas de preuves. C'est des gens qui sont dans de l'incohérence totale. Pendant que tu dis que non, tu ne fais pas confiance à la justice sénégalaise, pourtant tu as recruté 14 avocats. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas confiance à la justice et puis tu as 14 avocats qui viennent gérer ton dossier. Et puis les 14 là, tu ne te suffit pas, tu prends même un Français. Toi qui disais que tu es anti-français. Donc c'est des gens, rien n'est cohérent, c'est pour dire aux frères que nous écoutent, rien n'est cohérent dans ce qu'ils disent. Lorsque Kémy Seba, il a pris un billet de 10 000 à Dakar pour brûler. Kémy Seba, est-ce que les gens sachent qu'il a une nationalité française, il a le passeport français? Pourquoi il ne brûle pas ces documents français-là, au lieu de brûler le CFA? S'il est vraiment sincère, pourquoi il ne prend pas son passeport pour brûler? Et puis on a vu, qu'est-ce que Kémy Seba nous a dit ici? Il nous a dit qu'ils ont reçu 400 000 euros, 400 000 dollars de Prigojine pour faire leur déplacement.
n'est-ce pas? Oui, oui. Mais leur histoire de panafricanisme, même là, où ça y est? Bon, c'est de l'arnaque, hein, sauf des idiots qui y croient, sinon tout le monde sait où là où ils vont. Hein. Et ils profitent de l'ignorance des peuples pour essayer de se faire un peu d'argent, c'est tout. Nos frères, en tout cas, je vous encourage à bien réveiller les frères. C'est ce que nous essayons de faire. La jeunesse africaine. Quoi. Et vraiment, nous allons vous demander de vous joindre à nous pour mener ce combat parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et quand on a des gens aussi intelligents que vous, rester silencieux, ce serait une perte pour l'Afrique elle-même. Sur cette plateforme, comme vous avez pu constater, quand les gens viennent à nous, on permet à tout le monde de parler. C'est la liberté d'expression. Et à n'importe quel moment que vous souhaiteriez vous exprimer, la plateforme sera là et vous pourrez vous exprimer. Oui. Vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, sur quelques détails aussi, j'aimerais revenir. J'ai entendu un frère qui disait que non, il serait mieux que si l'État ivoirien pouvait avoir accès, n'est-ce pas, il a dit aux ambassades par rapport aux ressortissants pour pouvoir les contrôler, tout ça. Bon, c'est bien, quoi. Ce qu'il a dit là, c'est bien. S'il y avait la sincérité dans ça, quoi. S'il y avait vraiment de la sincérité. Mais j'ai écrit en commentaire que les autorités ivoiriennes n'arrivent même pas à gérer les identités de leurs propres citoyens. Comment peuvent-ils gérer concernant les ressortissants étrangers au niveau de leur ambassade? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il faut... Pour pouvoir régler un problème, il faut aller à la source, quoi. Effectivement. Ces gens-là, souvent, il faut chercher à savoir pourquoi aussi, ou bien qu'est-ce qui les pousse à aller souvent même à aller jusqu'à falsifier des documents, ou bien aller prendre des nationalités, et la nationalité ivoirienne, ou bien qu'on les aide à... C'est celui même qui les a aidés à trouver là. Déjà, c'est un corrompu. Il est dans la fausse voie, n'est-ce pas? Comme le frère l'a dit, il y a quelqu'un au niveau de Boaké, et ainsi de suite. La personne même là, je vais vous citer quelque chose. Une année, c'était en 2008. J'étais à Séguéla, j'ai quitté Séguéla pour aller au Congo-Brazza. J'ai fait là-bas 2 mois, 8 jours. Je suis allé au Congo-Brazza. Lorsque je voyageais, je suis passé par le Daloa, normalement. Et j'ai présenté mon certificat de résidence. Je suis passé sans problème. Je suis allé jusqu'à l'aéroport. Bon, je suis allé faire 2 mois là-bas, puisque le certificat de résidence avait une durée de 6 mois. Je suis revenu par la même voie. Arrivé à Daloa, on m'a arrêté là-bas. Dans un quart de, je crois, UTB de 70 personnes, j'étais le seul qu'on a fait descendre. On m'a amené au corridor. Et puis, le monsieur me dit, ton certificat de résidence n'est pas bon. J'ai dit, mais quel est le problème? Il dit, Bon, lorsqu'il a vu que je m'exprime bien, je lui ai demandé quel est le problème. Il dit, bon, je peux dire que c'est à jour, hein? Mais où est le problème? Il dit, mais la couleur du papier, ça doit être orange. Ça là, c'est blanc. Il me dit, ça doit être de couleur orange, mais ils ont mis sur un papier blanc. Moi, maintenant, je lui demande, le papier là, qui a signé? Il a réussi à parler. Je lui ai dit, c'est pas le préfet de Séguéla qui a signé. Il me dit, oui. Il dit, mais lui, il ne sait pas que ça doit être un papier orange. Donc, je suis resté dans ça. Peut-être qu'il voulait me faire payer. Bon, c'est quelqu'un qui m'a reconnu dans le cas, qui est descendu, et que celui-là lui a dit, mais quel est le problème sur le papier, à intervenir. Bon, malgré tout ça, il m'a fait asseoir là, quoi. Bon, c'est comme si j'ai retardé tout le monde, quoi, dans le cas. C'est un cas de 70 personnes. C'est un cas d'abus. Voilà. Maintenant, c'est le monsieur même qui était descendu pour intervenir là. C'est lui qui a appelé aussi ses relations.
C'est de là-bas, ils ont appelé au poste, ils m'ont libéré. Je suis allé remonter dans le car. Bon, les passagers étaient en train de me dire comment tu peux voyager sans documents, ainsi de suite. Ils étaient en train de parler mal. Je les ai dit, moi, j'ai mes documents complets. Même la carte de séjour, au temps de Babou, où il y avait même 35 000 la carte de séjour. Moi, j'avais ça. Mais malgré tout ça, là, tu vas même, on te... C'est-à-dire, c'est comme si mieux vaut même ne pas avoir les documents en place. Effectivement, parce qu'on te traite. C'est-à-dire, puisque les autres même qui n'ont pas de documents là, peut-être on va les prendre 1000 francs. Bon, toi, tu as tes documents, même si on te dit 5000 là, tu vas payer 5000 par rapport à tes documents. Or que l'autre, il n'a même pas de documents, lui, il peut payer 1000 francs, il s'en va. Toi, si on te dit 10 000 même là, tu es obligé. Imagine, tu as ta carte consulaire ou bien ta pièce d'identité, tout ça, on prend tout ça ensemble. Ça fait mal. Mais arrivé à un certain moment là, si moi je trouve un réseau pour pouvoir avoir une pièce quand même qui fait que non, je ne serai pas arrêté. C'est là-bas aussi le problème. C'est ce qu'on appellerait des crimes d'opportunité. Vraiment, merci infiniment. Merci pour cette belle prestation. C'est nous qui en sommes plus que ravis. Et on est là aussi. Je vous remercie aussi. Voilà. Vraiment, merci. Je demande aussi des excuses à tous les auditeurs qui nous écoutent. Non, ici, nous sommes une plateforme d'éducation des masses. On prend le temps d'écouter tout le monde et toutes les sensibilités. On est ensemble. On est ensemble, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci infiniment à vous. On va y intervenir de temps en temps. Il n'y a pas de ça, nous fera plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Okay.